Nous savons qu'il est possible d'acheter n'importe quoi sur le Darknet, des substances illicites, des armes, voire des personnes. Mais peut-on acheter la liberté sur le Darknet? Sans intrigue, la réponse à cette question est oui, vous le pouvez. 37 corps. Ce ne sont que les statistiques officielles pour une seule rivière. 37 hommes ont payé entre 5 et 7 000 $ pour un voyage garanti. Aucun n'est arrivé vivant de l'autre côté. Je m'appelle Mr. Dark Web et aujourd'hui je vais vous montrer un marché où la liberté, et non les marchandises, est échangée contre des bitcoins. Le 24 février de l'année 2022. Des millions de personnes se souviennent de cette date, mais pour beaucoup, elle signifie bien plus que le début de la guerre. C'est le jour où leur pays a été transformé en cage. Le même jour, le président ukrainien signe un décret de mobilisation générale. Les hommes de 18 à 60 ans se voient interdire de quitter le territoire du pays. Certains y voient un devoir patriotique. D'autres l'ont pris comme une condamnation à mort. D'autres encore ont immédiatement commencé à chercher un moyen de s'échapper. Quelques heures à peine après l'annonce de la mobilisation, c'est le chaos aux frontières. Des milliers de voitures ont fait la queue pour partir. Des hommes ont tenté de franchir la frontière avant que le système ne soit pleinement opérationnel. Beaucoup y sont parvenus, mais la plupart n'y sont pas parvenus. À la fin des premières 24 heures, la frontière est complètement fermée. Les gardes-frontières ont reçu des instructions claires. Aucun homme en âge de conscription ne doit quitter le pays. Les contrôles ont été renforcés. Les bases de données ont commencé à fonctionner en temps réel. Même ceux qui avaient le droit de partir pour des raisons de santé ou autres ont été confrontés à un enfer bureaucratique. C'est à ce moment-là que le marché est né. Les premières annonces sont apparues dès le 3e jour de la guerre, dans les canaux Telegram, sur les forums, dans les groupes fermés. Certains proposaient sincèrement leur aide, des connaissances, des parents à l'étranger, des volontaires, mais très vite, des personnes complètement différentes se sont jointes au flux. Nous vous aidons à partir à l'étranger, en toute légalité, en toute sécurité, garantie. Au cours des premières semaines, les prix n'ont pas été communiqués ouvertement. Ils étaient écrits avec soin, les détails dans des messages privés. Mais ceux qui cherchaient désespérément un moyen de s'en sortir ont rapidement trouvé les bons contacts. Au début, il s'agissait d'une seule offre, puis des dizaines, puis des centaines. À la fin du mois de mars 2022, le marché fonctionnait déjà comme un mécanisme bien huilé. Des chaînes spécialisées sont apparues, il y a des listes de prix, il y avait des témoignages, oui, exactement les commentaires, comme une boutique en ligne normale. 5 étoiles, tout s'est bien passé, je le recommande. 1 étoile, ils ont triché, pas de remboursement. Seulement, le produit ici n'était pas un paquet de vêtements, mais une vie humaine. La demande est énorme. Au fur et à mesure que la guerre s'éternisait, de plus en plus de gens voulaient partir. Certains ne voulaient pas se battre par principe. D'autres craignaient pour leur vie. D'autres ne croyaient tout simplement pas à la victoire et voulaient sauver leur peau et celle de leur famille. Au cours de l'été 2002, les centres de recrutement territoriaux ont commencé à travailler de manière plus agressive. Des hommes ont été arrêtés dans la rue, leurs documents ont été vérifiés et des convocations ont été remises à la volée. Des vidéos sont apparues sur les réseaux sociaux montrant des personnes littéralement saisies et embarquées dans des bus. Certains ont parlé de nécessité, d'autres ont parlé d'anarchie. Il n'en reste pas moins qu'il est devenu presque impossible de partir légalement. La liste des motifs de départ est réduite au minimum. Même les personnes ayant de graves problèmes de santé se voient opposer un refus. Les certificats ne sont pas acceptés, des documents sont perdus. La machine bureaucratique s'emploie à couper court à toute tentative de quitter le pays. C'est alors que les gens ont commencé à payer. Le marché s'est divisé en plusieurs segments. Il y avait ceux qui proposaient des moyens prétendument légaux de passer à travers le système, ce que nous verrons plus tard. D'autres vendaient des documents falsifiés. Il y avait ceux qui organisaient des passages physiques de la frontière, à pied, à la nage, par les montagnes, et ils ont tous utilisé les mêmes canaux de communication. Telegram est devenu la principale plateforme. L'anonymat, le cryptage, la possibilité de créer des canaux fermés, tout cela faisait de la messagerie un outil idéal. Les annonces étaient placées dans des canaux ouverts. Les négociations étaient menées dans des messages privés. Les paiements étaient acceptés en crypto-monnaie. Mais certains sont allés plus loin. Sur les forums du Darknet, des sections consacrées spécifiquement au voyage hors d'Ukraine sont apparues. Elles publient des instructions détaillées, des itinéraires et des contacts de guides. On y trouve des offres pour tous les budgets, de 5 à 25 000 $ en moyenne.
Certains ont parlé d'affaires, d'autres ont parlé de sauvetage, d'autres encore ont parlé de l'escroquerie la plus cynique que l'on puisse imaginer. Parce que derrière chaque publicité se trouvaient de vraies personnes. Certaines d'entre elles aidaient réellement, d'autres ne faisaient que voler des gens désespérés, et d'autres les envoyaient à la mort. À la fin de l'année 2022, les statistiques étaient effrayantes. Les gardes frontières arrêtaient chaque jour 20 à 25 personnes qui tentèrent de franchir illégalement la frontière. Certains essayaient de traverser des forêts, d'autres essayaient de traverser des rivières à la nage, d'autres essayaient de soudoyer les gardes frontières, et certains d'entre eux ne sont jamais revenus. Les premiers corps ont été retrouvés au printemps, dans la rivière Tisa qui sépare l'Ukraine de la Roumanie, dans les montagnes à la frontière avec la Moldavie, dans les forêts près de la frontière polonaise. Des hommes d'âge différents, avec des histoires différentes, mais avec une chose en commun. Ils avaient tous payé quelqu'un pour la promesse de la liberté. Et ce n'était que le début, parce que le marché ne se contentait pas de fonctionner. Il se développait, il évoluait, il se transformait en une véritable industrie dont chaque élément était pensé dans les moindres détails. Des publicités sur les médias sociaux à la logistique des passages, des programmes de légalisation au blanchiment d'argent. Et maintenant, je vais vous montrer comment cela fonctionne de l'intérieur. Lorsque les gens cherchent désespérément une issue, ils sont prêts à croire n'importe quoi, surtout si cela semble légal. Surtout si l'on peut passer un poste de contrôle avec un tampon dans son passeport, plutôt que de ramper dans la forêt la nuit. C'est sur la base de ce désir que l'un des projets les plus ambitieux a vu le jour. Il s'appelait simplement Shliak, ce qui signifie « la voie ». Le système existait avant la guerre pour simplifier le travail des entreprises de transport. Les transporteurs disposant d'une licence inscrivaient leurs chauffeurs dans une base de données et ceux-ci franchissaient librement la frontière. Pas de contrôles inutiles, le nom figure sur la liste, la frontière est ouverte. Avec le début de la mobilisation, le système s'est élargi. Il inclut désormais des volontaires transportant de l'aide humanitaire. Le ministère de l'Infrastructure et les administrations régionales ont été autorisés à soumettre des listes de personnes chargées de transporter du matériel médical. Et c'est là que l'affaire a commencé. N'importe qui pouvait s'inscrire sur la liste. Il suffisait de trouver la bonne entreprise ou de payer. Au cours de l'été 2002, des centaines de publicités sont apparues sur les canaux Telegram. Sortie légale via Shliak. Enregistrement en 3 jours. Garantie de passage de la frontière. Le coût variait de 1000 à 2000 $. Quelqu'un a promis des arts pour un voyage, quelqu'un pour un mois, quelqu'un a annoncé une réservation pour 1 an. La mécanique est simple. Une personne contacte un intermédiaire, envoie des documents et verse une avance de 30 à 50%. Quelques jours plus tard, elle reçoit une confirmation. Elle passe alors le poste de contrôle avec un tampon et un enregistrement dans la base de données. Sur le papier, tout est légal. L'homme était enregistré comme conducteur de fret humanitaire. Les gardes frontières ont vu l'enregistrement et l'ont laissé passer. Mais c'était une illusion. La concurrence s'intensifie rapidement. Et avec la concurrence, les actions se sont multipliées. Au cours de l'été, une grande chaîne a annoncé une offre spéciale. Le prix est passé de 2000 à 1700 $. Durée limitée. Dépêchez-vous. Une campagne pour fuir le pays. C'est absurde, mais les gens ont suivi. La peur est plus forte que la logique. Lorsque vous voyez vos voisins se faire enlever par la force, les questions de légalité disparaissent. Certains intermédiaires me travaillaient honnêtement. Ils saisissaient les données, les gens voyageaient. Le système a fonctionné pendant des mois. Mais de nombreuses personnes ont tout simplement été volées. Une personne a payé, a reçu une confirmation, s'est présenté à la frontière et a découvert que son nom ne figurait dans aucune base de données. Il n'y avait pas d'enregistrement. L'intermédiaire a disparu. Il n'y avait personne à qui se plaindre. Vous avez vous-même essayé de contourner la mobilisation. Des avertissements sont apparus régulièrement sur les canaux Telegram. Méfiez-vous des escrocs. Ne vous laissez pas entraîner et parfois, c'était pire. Des personnes ont été détenues à la frontière. Des affaires pénales ont été ouvertes. Certains étaient condamnés à des amendes, d'autres à des peines avec sursis, d'autres encore allaient au front. Si vous étiez pris en train de fuir, il n'était pas discret. Mais Shliak n'était pas le seul stratagème. Il existait un marché des faux documents. Les cartes d'identité militaire sont l'option la plus populaire. Une personne en achetait une fausse et se faisait passer pour un militaire en permission. Certains ont réussi à passer, mais la plupart se sont fait prendre. Les gardes-frontières vérifiaient les bases de données. Les certificats de handicap sont un autre moyen. Selon la loi, les personnes souffrant de certains types de handicap pouvaient voyager.
Mais après les scandales, les contrôles ont été renforcés, de sorte que même les personnes réellement handicapées ont eu des problèmes. Les prix des contrefaçons de qualité pouvaient atteindre plusieurs milliers d'euros. Ils promettaient des documents munis d'hologrammes et de vrais sceaux. Mais, sans enregistrement dans la base de données, même le meilleur faux ne fonctionnait pas. L'utilisation de faux documents est passible d'une amende ou d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 2 ans. Plus l'envoi immédiat au centre d'enrôlement militaire. En 2023, les autorités ont commencé à serrer la vis. En août, le président a démis de leurs fonctions de nombreux chefs régionaux du TCC en raison de pots de vin. Des certificats médicaux de libération ont été vendus pour 6 000 $. Des systèmes entiers fonctionnaient au sein des commissions militaires. La purge a été massive, mais elle n'a pas résolu le problème. La demande subsiste. Le système Schliack continue de fonctionner, mais les risques augmentent. Les inspections sont de plus en plus sévères. Les entreprises sont déconnectées du système. Les personnes prises en flagrant délit se voyaient infliger de véritables peines. En février 2025, le système pour les chauffeurs de cargaisons humanitaires a finalement été fermé. Officiellement, pour développer un nouveau mécanisme. Officieusement parce que le système était devenu un commerce de sortie flagrant. Mais le marché n'a pas disparu. Il s'est tourné vers d'autres méthodes. Tant que la frontière sera fermée, tant que les gens seront prêts à payer, quelqu'un vendra de l'espoir. Lorsque les voies légales sont bloquées, les gens vont là où il n'y a pas de règles du tout. Les canaux Telegram, les forums du Darknet, là où un accord peut être conclu en 10 minutes et la trace effacée en 1 seconde. C'est là que le véritable marché s'est développé. Avec des listes de prix, des commentaires, des promotions, tout comme une boutique en ligne normale. Seul le produit est unique. Une chance de passer à la caisse et il n'y a jamais de garantie de retour. Telegram est devenu la principale plateforme. Cryptage, anonymat, possibilité de créer un canal en 1 minute et de le supprimer en 1 seconde. Au printemps 2002, il existait des centaines de chaînes proposant de l'aide pour déménager. Les noms étaient neutres, aide au déménagement, conseils sur les documents, sortie légale, aucune formulation directe, il n'y avait que des sous-entendus. Annonces typiques, aide au voyage, différentes options, confidentielles, détails dans les messages privés. La personne a écrit dans un message privé. L'administrateur a posé des questions, âge, ville, passeport. Il a ensuite proposé différentes options. Traitement légal, passage physique, faux documents. Chacune ayant son prix et ses risques. Le schéma standard est de 30% immédiatement, le reste après la traversée. Mais nombreux sont ceux qui demandent 50% ou la totalité du montant à l'avance. Sans argent, rien ne pouvait commencer. Et les gens ont payé. La concurrence était féroce. Les techniques de marketing entrent en jeu. Témoignages, capture d'écran de la correspondance de clients prétendument satisfaits. Tout s'est très bien passé, je suis déjà en Pologne, je le recommande, la plupart sont des faux, mais comment faire la différence? Photos et vidéos, clients à la frontière, déjà en Allemagne. Preuve de travail, facile à falsifier mais impossible à vérifier. Garantie. Elle promettait un remboursement, le remboursement des frais d'avocat. Dans la pratique, cela n'a jamais fonctionné. L'administrateur bloquait et disparaissait. Des intermédiaires sont apparus. Ils n'organisaient pas eux-mêmes les traversées, mais connaissaient les artistes. Ils prenaient un pourcentage pour la communication. Cela a créé un bouche à oreille. Un frère s'en allait, en parlait à un autre, le transmettait. Chaîne de confiance. Quand une connaissance dit que son frère est vraiment parti par tel ou tel guide, c'est plus convaincant qu'une annonce anonyme. De nombreux organisateurs ont travaillé de cette manière. Ils ne passaient pas par des canaux ouverts, mais par des connaissances. Moins de risques, plus de confiance. Mais Telegram n'est pas la seule plateforme. Il y avait un Darknet. Pour ceux qui ne le savent pas, le Darknet est une partie de l'Internet à laquelle on accède par des programmes spéciaux comme Tor. Tout ce qui est illégal y est commercialisé. Drogue, armes, documents et des services de voyage. Des sections consacrées au voyage hors d'Ukraine sont apparues sur les forums du Darknet. Annonces, itinéraires, expériences. L'anonymat est plus élevé que sur Telegram. Il est intraçable. C'est pourquoi les stratagèmes les plus risqués y ont fonctionné. Prix de 1,5 à 22 000 $. Paiement exclusivement en crypto-monnaie. Bitcoin, Ethereum, Monero. Aucune trace. Aucun moyen de récupérer votre argent. Il existait un système de réputation qui fonctionnait sur les forums. Une évaluation basée sur les commentaires. Mais il était également truqué.
Les vendeurs achetaient des avis positifs, gagnaient en réputation, collectaient l'argent de dizaines de clients et disparaissaient. Escroquerie de sortie, arnaque classique, il est intraçable. Personne sur le darknet ne connaît votre nom ou votre adresse. Seul votre portefeuille de crypto-monnaie est connu. L'argent a disparu à jamais, mais il y a eu ceux qui ont tenu leurs promesses. Ils ont travaillé pendant des années, se sont forgés une véritable réputation. Leurs contacts n'étaient de transmis qu'aux personnes de confiance. Les services étaient de plus chers, mais les gens payaient, ils savaient qu'ils n'étaient de pas trompés. L'un de ces organisateurs a déclaré avoir aidé plusieurs centaines de personnes en 2 ans, y compris des militaires déserteurs. Le prix à payer pour un militaire est plus élevé. Les risques sont plus grands. Les services ont été fournis par des personnes que je connais. Pas de publicité, uniquement des recommandations. Paiement en plusieurs fois, à l'avance et après la traversée. J'ai utilisé le système Hawala. L'argent était entre les mains de l'intermédiaire et n'était remis au guide qu'après confirmation du succès. En 2244, des agences entières ont vu le jour. Des dizaines de personnes. Publicité, négociations, itinéraires, corruption des gardes-frontières. Elles travaillent comme des entreprises, bureaux à l'étranger, avocats, comptables, services complets, passages, documents, logements, travail. Les prix étaient compris entre 10 et 20 000. Les clients ont payé, cela semblait plus fiable. Je voulais croire que pour une telle somme, on pouvait obtenir un service. Parfois, c'était le cas. Le plus souvent, ce n'était pas le cas. Le marché en ligne est devenu l'un des phénomènes de guerre les plus cyniques. Le désespoir des gens, la cupidité des escrocs, la corruption et l'indifférence du système. Canaux Telegram, forums du Darknet, bouche à oreille, un seul écosystème. Certains gagnant des millions, d'autres perdaient leurs dernières économies. Certains ont eu une chance et d'autres marchaient vers la mort. Le bazar numérique n'est que le premier niveau. Derrière les publicités, il y a la réalité, la frontière physique, les montagnes, les rivières, des gardes-frontières et des corps dans l'eau. Derrière chaque publicité sur Internet se cache une réalité physique, de l'eau froide, des montagnes escarpées et les corps que les sauveteurs trouvent. 37. Le chiffre officiel ne concerne qu'une seule rivière. 37 hommes se sont noyés dans la Tisza en tentant de rejoindre la Roumanie. Mais le chiffre réel pourrait être bien plus élevé. Tous les corps ne sont pas retrouvés. La rivière n'abandonne pas toujours ses victimes. La Tisza est une rivière montagneuse située à l'ouest de l'Ukraine qui sépare le pays de la Roumanie et de la Hongrie. Elle coule rapidement, sa profondeur peut atteindre 7 ou 8 mètres et son eau est froide même en été. En hiver, elle est glacée. Au printemps, elle est turbulente et imprévisible. Des dizaines, voire des centaines d'hommes ont tenté d'échapper à la mobilisation en passant par là. Les guides disaient que c'était le chemin le plus facile. Pour 4 ou 5 000 euros, ils promettaient une traversée garantie. Les passeurs travaillaient selon un schéma. Ils rassemblaient un groupe de 3 ou 4 personnes. Ils se réunissaient la nuit près du rivage. Ils distribuaient des combinaisons de plongée, souvent des contrefaçons de mauvaise qualité pour 50 $. Ils disaient que c'était une promenade facile. C'était un mensonge. L'inspecteur des gardes-frontières a expliqué que les capacités physiques ne déterminent pas le succès. Une rivière profonde, un courant rapide, des racines qui s'accrochent aux vêtements. Même un nageur professionnel peut échouer. Mais les gens sont venus. Ils ont versé de l'argent. Une famille a vendu une voiture ou un appartement. La peur de la mobilisation était plus forte que la peur de l'eau. Beaucoup l'ont admis, ils ont compris que c'était dangereux. Mais lorsque 3 autres personnes sont entrées dans l'eau, elles les ont suivies. Tout le monde y est allé et j'y suis allé. Pour le seul mois de mai 2024, 10 corps ont été retrouvés à Théis. Un mois, en août, le nombre de morts atteignait 37. À la fin de l'année, selon des données non officielles, il était plus proche de 50. Chaque corps est une histoire. Un homme de 33 ans de Kharkov a payé 5 000 $. Il a promis de franchir le poste de contrôle. Au lieu de cela, il a traversé la Tisza à la nage, de nuit. Le corps a été retrouvé en mars, 2 en avril. Les gardes-frontières les ont trouvés dans la soirée. Le fort courant n'a pas permis de les sortir tout de suite. Ils ont attendu jusqu'au matin. En janvier, un homme a été sorti de l'eau glacée dans un état semi-conscient. Il a payé 5 000 $. On lui a juste montré où traverser à la nage. De nuit, dans l'eau glacée, seul. Il a miraculeusement survécu. Mais la Tisza n'était pas la seule voie d'accès. Beaucoup passaient par les montagnes.
Carpates à la frontière de la Roumanie et de la Moldavie. En hiver, neige et gel. En été, la chaleur. Le risque de se perdre est toujours présent. Près de 45 corps ont été retrouvés dans les rivières et les montagnes de la frontière occidentale. Statistiques officielles jusqu'au milieu de l'année 2024. Le nombre réel est plus élevé. Le trekking durait de quelques heures à plusieurs jours. Les guides conduisent les groupes la nuit sans lanterne. Un faux pas et c'est la panne. En hiver, on peut geler. En été, on peut mourir de déshydratation. Certains ont marché sans guide. Coordonnées internet, cartes, par eux-mêmes, loterie. Certains sont passés, certains ont erré pendant 24 heures, certains n'en sont jamais sortis. Il y avait un danger d'une autre nature, la Transnistrie, une république non reconnue, contrôlée par les forces pro-russes. De nombreux itinéraires passent par cette zone. Les habitants ont indiqué que les évadés étaient souvent pris au piège. Ils étaient torturés, on leur demandait de l'argent et on les réduisait en esclavage. Détenus pendant des semaines, volés, remis aux autorités ukrainiennes contre une récompense. Un fugitif m'a dit que la traversée de la Transnistrie était la pire. Non pas à cause des difficultés physiques, mais à cause des gens. Corruption, criminalité, impunité. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Les passeurs ont promis une route sûre pour 4 ou 5 000 euros. En pratique, ce n'est qu'une direction. Allez par là, traversez ici à la nage. Aucune garantie. Les gardes-frontières ont régulièrement secouru des personnes. Ils les sortaient de l'eau. Ils ont trouvé des personnes épuisées dans les montagnes. Mais tout le monde n'a pas été secouru à temps. Statistiques de détention, 20 à 25 personnes par jour. Seulement celles qui ont été arrêtées. Combien de personnes sont passées par là? Nous ne le savons pas. Combien sont morts? On ne le sait pas non plus. Les autorités ont renforcé leur patrouille. Des éclairages ont été installés. Des discussions ont eu lieu en vue de miner les approches, mais l'idée a été rejetée. Les services d'urgence ont lancé un avertissement. Les niveaux d'eau montent, les températures sont basses, les courants s'amplifient, mortels. Mais les avertissements ne fonctionnaient pas. L'alternative semblait pire. Rester, recevoir une convocation. La convocation, c'était le front peut-être la mort. Un choix entre deux risques, le fleuve ou la guerre. Pour beaucoup, le premier risque semblait être le moindre. En 2025, la situation ne s'est pas améliorée. Près de 100 000 Ukrainiens ont quitté le pays en 2 mois. La plupart d'entre eux l'ont fait légalement, mais des milliers ne l'ont pas fait. La frontière avec la Moldavie et la Roumanie est restée populaire. Les opérations conjointes ont été moins nombreuses. La Pologne a travaillé en coordination avec l'Ukraine. Il n'y a aucune chance. Chaque personne n'est pas une simple statistique. Un homme avec une famille. Des enfants, peut-être, des parents qui attendent l'appel. Au lieu d'appeler, les gardes-frontières sont venus. Ils ont signalé la découverte. Ils leur ont demandé de venir. Les familles ont dû prendre le corps et l'enterrer. Pas d'indemnisation, pas d'enquête. Il est impossible de trouver les trafiquants. Pas de remboursement. L'argent a été investi dans des crypto-monnaies, juste du chagrin. Et des questions. Cela en valait-il la peine? Y avait-il une autre solution? Qui était à blâmer? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a que la rivière, froid, indifférent, mortel. Et de nouvelles annonces sur Telegram. Nous vous aiderons à sortir. Garantie. Écrivez en personne. Quelle était la valeur de la liberté? C'est une question philosophique. Mais sur ce marché, la liberté a un prix bien précis. De 1 500 à 20 000 $. Il dépend de l'itinéraire, du nombre d'intermédiaires et du niveau de risque. La liste des prix est claire. Chaque service a son propre coût. Chaque étape est assortie d'un supplément. C'est une entreprise où tout est de calculer au centime près, où les émotions ne comptent pas, où la vie humaine n'est qu'une marchandise avec une certaine marge. L'option la moins chère est d'essayer de la traverser soi-même en utilisant les coordonnées disponibles sur l'Internet. En fait, c'est gratuit. On trouve un forum, on télécharge des cartes, on lit des instructions et on se lance. Aucune garantie, un risque maximal mais aussi aucun coût. Le niveau suivant est l'achat de coordonnées et de conseils. 300 à 500 $. Quelqu'un qui est censé connaître l'itinéraire vend des informations. Où passer la frontière quand il y a le moins de gardes-frontières? Comment éviter les patrouilles? Juste des informations, pas d'escorte, pas d'aide. Vient ensuite l'aide physique. Un guide qui vous conduira à la frontière et vous indiquera le chemin mais qui ne vous accompagnera pas. 1500, 100, 2000. Rendez-vous à l'endroit convenu, bref, briefing, instruction. Vous vous débrouillez seul. Une escorte complète pour le passage de la frontière coûte de 3 500 à 5 000 $. Le guide accompagne le groupe,
lui montre le chemin et l'aide physiquement. S'il s'agit de traverser une rivière, il peut y avoir un bateau ou des combinaisons de plongée. S'il s'agit d'une traversée de montagne, il s'agit d'une traversée de nuit avec des arrêts. Mais les prix varient considérablement en fonction des circonstances. L'itinéraire à travers la Moldavie était considéré comme relativement bon marché, de 3 000 à 8 500 $. La frontière était moins surveillée et les distances plus courtes. Cependant, il y avait un risque d'entrer en Transnistrie où ils pouvaient se faire voler ou extorquer de l'argent supplémentaire. La traversée de la Tisa coûte entre 5 et 10 000 $. C'est une activité physiquement dangereuse mais populaire. De nombreux guides travaillant dans cette direction, la concurrence maintient les prix relativement stables. La traversée des Carpates vers la Roumanie coûte de 6 à 10 000 $. C'est plus difficile physiquement. Cela prend plus de temps et le risque d'être appréhendé dans les montagnes est plus élevé. Enregistrement légal par des fonctionnaires corrompus de 10 à 21 000 $. C'est l'option la plus coûteuse, mais elle est formellement sûre. Les documents sont en règle, les timbres sont en place et vous passez par un point de contrôle officiel. Cependant, il existe un risque que le stratagème soit découvert. Pour les militaires qui ont déserté le front, les prix sont plus élevés, parfois 2 fois plus, car les risques pour les organisateurs sont plus importants. S'ils attrapent un civil déserteur, c'est un article. S'il s'agit d'un déserteur militaire, c'est une autre affaire. De plus, les militaires font l'objet d'une surveillance plus active. Les bases de données sont vérifiées de manière plus approfondie. Il y avait des cas particuliers, des personnes recherchées par le SBU ou le parquet militaire. Ils demandaient jusqu'à 22 000 $ pour eux, parce qu'ils avaient besoin de faux documents de la plus haute qualité, d'itinéraires spéciaux, de corruption de plusieurs maillons à la frontière. Une opération complexe. Mais le prix du service n'est que la pointe de l'iceberg. Le véritable intérêt réside dans la mécanique financière des transactions. Comment payer des personnes que vous ne connaissez pas? Comment garantir que l'on ne se fera pas arnaquer? Comment un guide peut-il être sûr que le client paiera après la traversée? Les virements bancaires ne convenaient pas pour des raisons évidentes. Ils laissent des traces, nécessitent des documents et peuvent être bloqués. L'argent liquide pose également problème. Comment transférer de grosses sommes d'argent sans se rencontrer en personne? Comment être sûr qu'il ne s'agit pas d'une provocation? C'est là que les crypto-monnaies sont entrées en jeu. Le Bitcoin est devenu la principale monnaie de ce marché. Les raisons en sont claires. Les transferts sont rapides, relativement anonymes et ne nécessitent pas d'intermédiaire sous la forme de banque. Personne ne peut bloquer une transaction, personne ne peut savoir qui a envoyé l'argent et à qui, à condition d'utiliser les bons outils. Les acteurs du marché les plus avancés ont utilisé Monero ou d'autres crypto-monnaies privées. L'anonymat y est encore plus grand. Il est pratiquement impossible de retracer une transaction, même si on le souhaite. Le schéma de travail était simple. Un client achetait des crypto-monnaies par l'intermédiaire d'un échangeur ou d'une bourse. Il transférait une partie de la somme sur le portefeuille de l'organisateur. Il s'agissait d'un prépaiement, généralement de 30 à 50%. Le reste devait être transféré après avoir franchi la frontière avec succès. Mais ici, se pose le problème de la confiance. Le client peut ne pas payer le solde alors qu'il se trouve déjà de l'autre côté. L'organisateur pouvait recevoir une avance et disparaître sans avoir fourni le service. Un mécanisme de garantie était nécessaire. C'est alors qu'est apparu le Hawala. Pour ceux qui ne connaissent pas ce système, je vais l'expliquer plus en détail. Le Hawala est un ancien système informel de transfert d'argent qui existe depuis des centaines d'années. Il est originaire du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud. Il repose sur la confiance et la réputation. Le principe est simple. Il y a 2 courtiers, les Hawaladars, l'un dans le pays A, l'autre dans le pays B. Ils se connaissent et se font confiance. L'un dans le pays A, l'autre dans le pays B. Ils se connaissent, se font confiance, sont peut-être des parents ou des partenaires de longue date. Vous vous rendez chez un Hawaladar dans le pays A et lui donnez de l'argent. Il appelle son partenaire dans le pays B. Celui-ci donne un montant équivalent à votre destinataire. C'est tout. Pas de banque, pas de paperasserie, pas de transferts internationaux. L'argent n'a pas physiquement franchi la frontière, mais il s'est réellement déplacé. La commission est faible, environ 3%, beaucoup moins que dans les banques ou les systèmes comme Western Union. La vitesse est élevée de quelques minutes à quelques heures. L'anonymat est absolu, aucun enregistrement, aucune trace. Dans le contexte de la fuite d'Ukraine, le Hawala a fonctionné un peu différemment. Le Hawaladar ne se contentait pas de traduire de l'argent, mais se portait garant de l'opération. Le client remettait la totalité du montant
au Hawaladar. Il gardait l'argent sur lui. Le client essayait de passer la frontière avec l'aide d'un guide. S'il réussissait, il en informait le Hawaladar. Ce dernier vérifiait l'information et remettait l'argent au guide. Si le client était retardé ou décédé, le Hawaladar rendait l'argent à la famille. Si le guide ne remplissait pas ses obligations, l'argent était également restitué. Hawaladar prenait son pourcentage, généralement de 5 à 7% du montant. C'était de l'argent pour le risque et pour la confiance, car un bon Hawaladar valait son pesant d'or. Sa réputation mettait des années à se construire. Une seule tricherie et sa réputation était ruinée à jamais. Mais le système ne fonctionnait que si le Hawaladar était vraiment fiable. Et il était difficile de le vérifier à l'avance. C'est pourquoi de nombreuses personnes se sont appuyées sur des recommandations. Un frère est parti par un intermédiaire particulier, l'argent est passé par un Hawaladar particulier. Alors vous pouvez lui faire confiance. Le bouche à oreille a également joué un rôle essentiel. Les bons Hawaladar se transmettent de bouche à oreille. Leurs contacts sont appréciés. Les gens font la queue pour les voir. Les mauvais Hawaladar commencent également à être connus. L'information selon laquelle quelqu'un avait escroqué un client ou un guide se répandait rapidement. Par la suite, plus personne ne voulait travailler avec un tel intermédiaire. Mais certains ont utilisé le système à leur propre fin. De faux Hawaladar, des personnes qui se faisaient passer pour les garants d'une transaction, collectaient de l'argent de quelques clients et disparaissaient. Une escroquerie classique. L'un de ces cas a été rendu public sur les canaux Telegram. Un homme qui se présentait comme un Hawaladar expérimenté a accepté de l'argent de 15 clients. Le montant total s'élevait à plus de 100 000 $. Il a promis de garantir leur passage par la Moldavie. Il a pris l'argent en crypto-monnaie et il a disparu. Les conducteurs ont affirmé qu'ils n'avaient jamais travaillé avec cet homme. Les clients ont essayé de le retrouver, mais le Darknet ne laisse aucune trace. Les crypto-monnaies sont intraçables si vous savez comment les encaisser correctement. L'argent a disparu. L'homme a disparu. Affaire classée. Outre la Walla et les crypto-monnaies, il existait des méthodes plus primitives. L'argent liquide dans des enveloppes, transmission par l'intermédiaire de courrier, paiement après la traversée par l'intermédiaire de membres de la famille. Mais toutes ces méthodes ont été moins populaires. Il y a trop de risques. Il y a trop de maillons dans la chaîne où quelque chose peut mal tourner. Les crypto-monnaies plus Hawala sont l'étalon or de ce marché. Rapide, relativement sûr, difficile à tracer, c'est pourquoi la plupart des organisateurs sérieux ont travaillé exactement selon ce schéma. Il est intéressant de noter que certains Hawaladar proposent des services supplémentaires. Non seulement la garantie des transactions, mais aussi le stockage des fonds. Une personne a transféré de l'argent au Hawaladar à l'avance, plusieurs mois avant l'évasion prévue. L'argent était conservé en lieu sûr, hors de portée des autorités ukrainiennes. Le moment venu, ils ont été utilisés aux fins prévues. C'était particulièrement vrai pour ceux qui craignaient la confiscation de leurs biens ou le blocage de leurs comptes. L'argent transféré à un Hawaladar était en dehors du système. Il ne pouvait pas être trouvé, arrêté, emmené. Il n'existait qu'en tant qu'engagement entre deux personnes. Certains Hawaladar conservaient des sommes allant jusqu'à 500 000 $. Il s'agissait de l'argent de dizaines de clients qui s'apprêtaient à s'enfuir. Un risque et une responsabilité énormes, mais aussi un énorme profit. Un pourcentage sur chaque transaction, plus la possibilité d'utiliser l'argent pour des investissements pendant qu'il était stocké. L'économie de ce marché était fondée sur la méfiance et la peur. Personne ne faisait confiance à personne, mais tout le monde avait besoin des autres. Les clients avaient besoin de guides, les conducteurs avaient besoin de garanties de paiement, les Hawaladar avaient besoin d'une réputation. Tout le monde avait besoin de crypto-monnaies comme moyen d'échange. Et le système a fonctionné, pas parfaitement, avec des pertes, avec des tromperies, avec des tragédies, mais il a fonctionné parce que la demande était énorme, parce que les gens étaient prêts à payer, parce que la peur de la guerre était plus forte que la peur des pertes financières. L'argent a coulé à flot, de l'Ukraine aux crypto-monnaies, des crypto-monnaies aux Hawaladar, des Hawaladar aux chefs d'orchestre, des chefs d'orchestre aux fonctionnaires corrompus. Une énorme économie souterraine fondée sur le désespoir humain. Des millions de dollars qui ne peuvent être ni tracés, ni comptés, ni saisis. De l'argent qui ne sent pas, même quand il sent la mort. L'activité la plus lucrative dans cette histoire n'est pas menée par les guides, ni les Hawaladar,
Ce sont ceux qui devaient empêcher les évasions qui ont gagné le plus d'argent. Les gardes frontières, les officiers du TCC, les militaires, les fonctionnaires, ils avaient le pouvoir. Ils décidaient qui détenir, qui laisser passer, qui libérer, qui envoyer au front, et ce pouvoir avait un prix. Centres de recrutement territoriaux. Les TCC sont des centres d'enrôlement militaire. Ils décident si vous êtes apte au service ou non. À partir de là, vous étiez envoyé au front. La corruption y était omniprésente. Certificat médical d'exemption de service. Il s'agit d'un document confirmant qu'une personne ne peut pas servir pour des raisons de santé. Asthme, diabète, problèmes cardiaques, la liste est longue. Mais qu'en est-il si la maladie n'est pas présente mais qu'une libération est nécessaire? Le prix peut atteindre 6 000 $. Pour cette somme, un certificat fictif. Le médecin a posé un diagnostic qui n'existait pas. Il a enregistré le dossier dans la base de données, il a rédigé les documents, la personne a reçu une exemption légale. Le système fonctionnait depuis des mois. Les médecins de TCC faisaient partie du système. Ils partagèrent l'argent avec la direction, tout le monde est dans le coup. En l'an 2023, l'étendue de la corruption est devenue évidente. Trop d'exemptions douteuses, trop d'argent, trop de scandales retentissants. En août 2023, le président a renvoyé tous les chefs régionaux du TCC. Tous en même temps, dans tout le pays. Officiellement, des allégations massives de corruption. Des systèmes entiers ont été mis en place au sein des commissions militaires. De l'argent pour des exemptions, des reports, des transferts, des millions, la purge est massive. Des dizaines de fonctionnaires ont perdu leur poste. Mais elle n'a pas résolu le problème. Le système demeure. Les gens ont changé, mais le mécanisme de corruption est resté. Les nouveaux dirigeants ont commencé à travailler selon les mêmes schémas. Mais le TTC n'en est qu'une partie. Il y avait une frontière, service des gardes-frontières de l'État. Service des gardes-frontières de l'État. Personne se tenant à la frontière, beaucoup de pouvoir, et ça s'achète. Depuis le début de l'année 2024, 18 membres du service de sécurité de l'État ukrainien ont été arrêtés pour corruption. 9 sont impliqués dans des trafics illégaux. Il ne s'agit que de ceux qui ont été arrêtés. Depuis le début de l'invasion, plus de 1200 tentatives de corruption des gardes-frontières ont eu lieu. Le montant dépasse 15,5 millions de hryvnia, plus de 400 000 $. Il ne s'agit que des cas signalés. Combien de tentatives ont été couronnées de succès? Combien d'argent est allé dans les poches de ceux qui n'ont pas été attrapés? Personne ne le sait. Cas particulier, lieutenant-colonel au ministère de la Défense organise le transport des conscrits vers la Roumanie à travers les montagnes. 7 500 € par personne, véhicule de service avec balise, carte d'identité militaire, accès aux zones réglementées, tout utilisé pour contourner les barrages routiers et se rendre au point de passage. Plusieurs mois de travail, des dizaines de personnes, des centaines de milliers d'euros, jusqu'à ce qu'ils l'attrapent. Après l'arrestation, le système n'est pas tombé en panne. Il y avait d'autres officiers, d'autres gardes-frontières. Il y a eu des cas de corruption de groupe, des divisions entières. Détachement frontalier à la frontière avec la Moldavie. Plusieurs agents ont conclu un accord avec les guides. En échange d'une somme d'argent, ils fermèrent les yeux sur les passages à une certaine heure et à un certain endroit. Les guides savaient quand et où. Les gardes-frontières recevaient un pourcentage. Le système a échoué lorsque l'un d'entre eux a été pris dans une autre affaire et les a tous dénoncés. Plus de 10 personnes font l'objet d'une enquête. D'autres ont pris leur place. L'argent est trop important. Un garde-frontière reçoit un petit salaire. Il vit dans des conditions difficiles. Soudain, il a la possibilité de gagner en une nuit ce qu'il gagne en 6 mois. La tentation est grande. Le service moldave des gardes-frontières a signalé 41 cas contre ses agents entre 2022 et 2024. 41 cas côté moldave uniquement. Combien pour l'ukrainien, roumaine? Combien de cas non résolus? La corruption était systémique. Il ne s'agissait pas d'incidents isolés. Elle faisait partie du mécanisme qui permettait au marché de fonctionner. Certains stratagèmes semblaient presque légaux. Combinaison de liens corrompus. Un fonctionnaire du TCC émettait une fausse quittance de 6 000 €. L'homme a reçu le document. Mais il était impossible de partir. Loi martiale. Deuxième étape, le garde-frontière au poste de contrôle ferme les yeux contre rémunération ou entre dans le système Schliak en tant que volontaire. 3 ou 4 000 de plus. Cela représente 9 à 10 000 €, plus une commission aux organisateurs de 50 à 100%, soit 15 à 20 000 $. Cher mais sûr, il a franchi la frontière en toute légalité.
avec des documents, des timbres, un enregistrement dans la base de données. Tous les participants ont reçu une part. En 2025, la corruption était devenue la norme. Tout le monde savait que l'argent pouvait résoudre presque tous les problèmes. Ils savaient à qui s'adresser, ils connaissaient les taux, pas seulement de la corruption. Un système parallèle au sein du système officiel, avec ses propres règles, prix, mécanismes. Le pire, c'est que ce système était nécessaire au fonctionnement du marché de l'évasion. Sans fonctionnaires corrompus, sans garde-frontières corrompus, sans médecins payés pour de l'argent, tout ce marché ne pourrait pas exister. Les principaux acteurs étaient ceux qui portèrent l'uniforme, qui ont prêté serment, qui devaient protéger la frontière. Ils sont devenus le maillon le plus lucratif de la chaîne du commerce de la liberté. Et le plus protégé, derrière eux se tenait la machine d'État, qui enquête rarement sur sa propre corruption de manière sérieuse. En ce moment même, alors que vous lisez ces lignes, quelqu'un est en train de taper un message sur Telegram. Nous l'aidons à partir, c'est garanti, confidentiel. Écrivez-nous en personne, quelqu'un transfère des bitcoins vers un portefeuille anonyme. Paiement anticipé pour la traversée de la Tisa. 30% maintenant, le reste après le succès. Quelqu'un se tient au bord de la rivière la nuit. L'eau est froide. Une combinaison de plongée qui a coûté 50 $, mais qu'ils ont payé 5000. Le guide lui dit de nager par là, il le retrouvera de l'autre côté. Et l'homme entre dans l'eau. Quelqu'un est assis dans le bureau du TCC et compte l'argent. 6000 $ pour un faux certificat. Un autre client heureux, une autre affaire conclue. Le marché vit, il fonctionne, il évolue. Près de 3 ans se sont écoulés depuis le 24 février 2022. Mais rien n'a changé, la mobilisation se poursuit. La frontière est fermée, la demande est là, et là où il y a de la demande, il y a de l'offre. De plus, le marché s'est adapté. Il est devenu plus professionnel, plus efficace, plus impitoyable. De grandes organisations comptant des dizaines d'employés ont vu le jour. Elles fonctionnent comme des entreprises. Marketing, vente, logistique, sécurité. Chacun a un rôle à jouer. Tout est calculé, tout est optimisé. Un maximum de profit avec un minimum de risque. Les prix se sont stabilisés, la concurrence a trouvé un juste milieu. De 1,5 à 20 à 1000 $ selon les services. Tout le monde connaît les tarifs. Chacun sait ce qu'il paie. La technologie s'est améliorée. Les crypto-monnaies sont devenues un outil familier. La Walla s'est intégrée au système. Les forums du Darknet ont développé des mécanismes de réputation. Il est plus facile de faire la différence entre un vendeur digne de confiance et un escroc. Pas de beaucoup, mais tout de même. Mais surtout, le marché fait désormais partie de la réalité. Plus personne ne s'en étonne, tout le monde sait qu'il existe. Tout le monde connaît les prix approximatifs. Tout le monde connaît quelqu'un qui est passé par là. Le bouche à oreille fonctionne mieux que n'importe quelle publicité. Un frère l'a dit à un voisin, le voisin l'a dit à un ami, l'ami a parlé à un collègue. C'est ainsi que l'information se propage. C'est ainsi que la demande se crée. Et tant que la frontière sera fermée, tant que la mobilisation se poursuivra, tant que les gens craindront la guerre plus que l'eau froide ou la prison, le marché perdurera. Les statistiques sont impitoyables. Selon diverses estimations, de plusieurs centaines de milliers à 1 million d'hommes en âge de conscription ont quitté l'Ukraine depuis le début de la guerre. La plupart d'entre eux l'ont fait légalement dans les premiers jours avant la fermeture de la frontière. Mais des dizaines, voire des centaines de milliers l'ont fait illégalement. Quelqu'un a traversé la Tisa à la nage, quelqu'un a traversé les montagnes à pied, quelqu'un a acheté une fausse carte d'identité, quelqu'un a payé pour être inscrit dans le système Shliach, quelqu'un a soudoyé un garde-frontière, quelqu'un a obtenu un faux certificat médical. Il existe de nombreux moyens, les prix sont différents, les risques sont omniprésents. Mais le résultat est le même, la frontière est franchie. Rien qu'en Allemagne, il y a environ 260 000 Ukrainiens en âge de conscription. Telles sont les statistiques officielles pour la fin de l'année 2024. 260 000, un dixième de tous les réfugiés ukrainiens dans le pays. Combien d'entre eux sont partis légalement dès les premiers jours de la guerre? Combien avaient le droit de partir? Combien ont payé quelqu'un pour les aider? Il n'y a pas de chiffres exacts. Et il n'y en aura pas, parce que personne ne l'admettra, parce qu'il pourrait être poursuivi pour cela. Mais tout le monde sait que ces personnes existent, et tout le monde comprend comment ils sont arrivés là. Les autorités ukrainiennes tentent de riposter. Elles renforcent les contrôles à la frontière. Elles durcissent les sanctions en cas d'évasion. Elles purgent le TCC et le service des gardes-frontières. Elles mettent fin au système de corruption. Mais il s'agit
de lutter contre les symptômes, pas contre la cause. La cause est simple. Les gens ne veulent pas se battre, pas tous, mais beaucoup de gens. Et tant que la guerre durera, ces gens chercheront des moyens de partir. Et là où il y a des gens qui veulent aider, il y en aura qui le feront, pour l'argent. Le plus cynique dans cette histoire, c'est que le système fonctionne pour tout le monde. Sauf pour ceux qui meurent dans les rivières ou vont en prison. Les conducteurs gagnent de l'argent, les hawaladars obtiennent un pourcentage. Les fonctionnaires corrompus se partagent les pots de vin. Les gardes-frontières ferment les yeux contre rémunération. Les forums du Darknet prennent une commission sur chaque transaction. Tout le monde est heureux, chacun a son propre intérêt, tout le monde profite du fait que le marché continue à fonctionner. Les seuls perdants sont les familles de ceux qui n'ont pas réussi à atteindre l'autre rive. Existe-t-il une solution? Théoriquement, oui. Mettez fin à la guerre, il n'y aura plus de demandes. Ouvrez les frontières, il n'y aura plus de projets illégaux. Résoudre le problème de la mobilisation équitable, les gens cesseront de fuir. Mais tout cela relève du domaine de la fantaisie. La réalité est différente, la guerre continue, la frontière est fermée, la mobilisation se poursuit et le marché est vivant. Revenons à la question de départ. Est-il possible d'acheter la liberté sur le Darknet? Vous connaissez maintenant la réponse. Oui, vous le pouvez. Mais ce n'est pas le genre de liberté dont rêvent les philosophes. C'est une liberté qui a un prix. C'est une liberté qui peut être payée avec de la crypto-monnaie, que l'on peut acheter sur Telegram, qui est vendue par des personnes en uniforme ou non. C'est une liberté qui peut conduire au salut ou à la mort dans une rivière froide. C'est la liberté en tant que marchandise, avec des critiques, avec les évaluations, avec les promotions et les remises. Bienvenue sur le marché le plus cynique de la guerre. Un marché où l'on échange des espoirs, où les bitcoins achètent une chance de vivre, où chaque transaction est un pari. Et pendant que vous lisez cette histoire, quelqu'un d'autre a déjà placé un pari. Transférer l'argent, a marché jusqu'à la rivière, s'est jeté à l'eau, va-t-il rejoindre l'autre rive à la nage? Ou son corps sera-t-il retrouvé une semaine plus tard? Nous connaîtrons la réponse plus tard, quand il y aura un autre chiffre dans les statistiques, une autre histoire, un autre article qui n'a pas été livré. Le marché continue de fonctionner, les annonces arrivent tous les jours. L'argent est transféré toutes les heures, des gens entrent dans l'eau chaque nuit. Ce ne sera pas fini demain, ce ne sera pas fini dans un mois. La guerre ne sera pas terminée tant qu'elle ne sera pas terminée. En attendant, bienvenue sur le marché où se vend la liberté, un marché qui ne ferme jamais.